Heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de bitumage de la route des pêches phase 1 tronçon Cotonou à Dunko. C'est l'une des décisions prises ce mercredi 21 janvier 2026 par les membres du gouvernement lors du premier conseil des ministres de l'année 2026. Souder, découper, coudre dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains, la passion chez d'autres. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin est allée à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers. Hors du Bénin au Cameroun, réouverture du procès de l'animateur radio Martinez Zogo 3 ans après son décès. Le gouvernement s'est réuni ce mercredi 21 janvier 2026 pour le premier conseil des ministres de l'année. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptées au titre de celles-ci les décrets portant approbation de la nomenclature des métiers d'art et de la culture, conditions et modalités d'attribution des subventions publiques au projet d'électrification hors réseau en République du Bénin. Dans le volet des communications, le gouvernement a également pris certaines décisions. S'agissant des communications, en point 1, construction du marché au charbon et de pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Bégamé. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus. En point 2, finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1, tronçon Cotonou à Dunko. La commission créée à cet effet avait recensé 884 sinistrés, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis. Parmi ceux-ci, 211 ont effectivement perçu des indemnisations, tandis que 34 autres n'ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement. Par ailleurs, le changement d'itinéraire de la route, en lien avec la prise en compte du trait de côte, avait impacté de nouveaux biens fonciers. C'est pour la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet que le Conseil a approuvé le rapport suggérant la finalisation du dossier. En point 3, contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert des déchets dans la zone d'Akogbato. La construction de ce centre apparaît comme une nécessité, l'objectif étant de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Okoué. Sa réalisation s'accommodera de la prise en charge de l'augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. De façon spécifique, elle va permettre de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. À terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l'aire géographique concernée. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation, ainsi qu'au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Souder, découper, coudre. Dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs de savoir-faire. Nous sommes allés à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers. Suivez. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Pourquoi on soudure? Parce que comme d'habitude, pour la semaine jusqu'à 3 heures,
Non, moi, non, soit un point pour bon, ma bien. Bon, non, c'est meilleur autant là que ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Bon, quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Puisque je vois beaucoup de vitriers, bon, et j'ai appris que ça donne bien. Bon, je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, bon, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, ça passe. On fait des méthodes. Parce que des fois, en ballon, en bleu. Pour certains promoteurs d'établissements, transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours l'entrepreneuriat à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent. Par habitude, par passion, mais surtout par nécessité. Car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. 50 jours après la résurrection, alors que les disciples étaient réunis dans l'attente et la prière, le ciel s'est ouvert. Au temps de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu comme une simple promesse, mais aussi comme une présence vivante et transformatrice. Le pasteur Martin Clobo, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Surulere à Akwakpa, nous en parle davantage. Le Saint-Esprit est avant le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit venait sur les rois, les prophètes et consorts. Le Saint-Esprit venait et repartait. Mais après que Jésus est mort et ressuscité et parti au ciel, avant de partir, il a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'aller et de rester là-bas jusqu'à ce que s'accomplisse ce que la Bible avait dit, ce que lui-même il avait annoncé. Parce que depuis Joël, Dieu a planifié, il a dit que dans les derniers jours, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Là, à ce niveau encore, nous comprenons que Dieu ne fait exception de personne. Il dit toute chair. Mais pour le parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte que ça a commencé. Et là, Jésus était déjà parti au ciel. Et comme il a dit, tel qu'il a planifié, il a fait ça exactement. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Et quand je m'en serais allé, je vous l'enverrai. Et quand il était parti, effectivement, il a envoyé en ce temps dans le temple à Jérusalem, ceux qui étaient bâtis étaient au nombre de 120 personnes qui étaient remplies de Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Et à partir de là, il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et Pierre était chez Corneille à Césarée, et tous, la maison de Corneille, avec Corneille, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Ça se trouve dans Actes, le chapitre 10. Et quand Paul a rencontré les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse, et il a prié avec eux aussi, ils étaient au nombre de 12, les 12 étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue aussi. Ouais. Et quand Philippe était à Samarie, lui aussi, il a prié avec les gens qui ont accepté le Seigneur, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé aussi en langue là. C'est après l'ascension de Jésus que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il parlait en langue, a prié sort.
La plupart des êtres humains désirent faire partie de la famille la plus importante. Malheureusement, ils pensent qu'ils peuvent trouver cette famille parmi les familles terrestres. Certaines personnes se retrouvent même parmi les enfants de Dieu et continuent de faire cette recherche. Or, l'Église, qui est l'ensemble des personnes que Dieu a appelées hors du style de vie du monde, est la famille la plus importante. Suivons le révérend Kalista Wangou qui nous explique amplement le sujet. La famille la plus importante parmi toutes les familles, c'est la famille de Dieu qu'est l'Église. C'est la famille de Dieu qui est l'Église. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, au verset 18, il est écrit ceci. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. » Vous savez, frère, je dis la famille la plus importante sur la terre, c'est la famille de l'Église. C'est l'Église qui est une famille glorieuse. C'est l'Église qui est la famille céleste. C'est l'Église qui est la famille divine. C'est l'Église qui est la famille la plus importante de toutes les familles. Mais très souvent, très peu de personnes considèrent l'Église comme une famille. On considère l'Église comme une institution sur la terre où les gens viennent rendre service quand même à l'institution et repartent. C'est comme si c'est une entreprise où chacun vient jouer son rôle et c'est fini. Plus loin encore, on croit que l'Église, c'est comme une société. C'est comme une société où il y a certaines choses qu'il faut faire ou certaines choses qu'il ne faut pas faire. Hors du Bénin, réouverture du procès de l'animateur radio Martinez Zongo, 3 ans après son décès au Cameroun. À Brazzaville, un sommet extraordinaire de la CEMAC sur fond de tension s'ouvre. Ce jeudi 22 janvier 2026. Enfin, signature d'accord de défense entre la Somalie et le Qatar. Le monde en bref de ce soir porte la signature de Némi Dera. Au Cameroun, les 17 et 22 janvier marquent respectivement la disparition puis la découverte du corps mutilé de l'animateur radio Martinez Zongo. Sur les antennes de la radio Amplitude FM, il animait une émission quotidienne dans laquelle il vitupérait contre les maux de la société camerounaise, dénonçant les turpitudes des puissants, à l'exception du président Paul Biya qu'il encensait. 3 ans après sa mort, alors que le procès est encore en cours, sa famille et ses collègues ne peuvent toujours pas faire le deuil, le corps étant toujours sous séquestre. Dans une église du quartier d'Itoudi, assise au premier rang et la tête baissée, Diane Zongo, veuve de l'animateur, se recueille. En ce 3e anniversaire, elle est venue implorer la justice divine pour son mari. Ce jeudi 22 janvier se tient à Brazzaville un sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le Fonds monétaire international FMI a alerté dans un courrier les États d'Afrique centrale. En début de présidence, à la tête de l'Organisation régionale d'Afrique centrale, le président congolais Denis Sassou Nguesso doit gérer une situation économique régionale compliquée. Si la rumeur d'une dévaluation d'un franc CFA a circulé sur les réseaux, l'institution a rapidement démenti une dévaluation n'est pas à l'ordre du jour. Dans un document préparatoire de ce sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, des pistes sont avancées. Il y a l'alignement des lois de finances sur les engagements internationaux des États, le maintien de l'engagement dans les négociations ou les programmes avec le Fonds monétaire international, le rapatriement des avoirs détendus hors du CEMAC ou encore sécuriser le secteur bancaire. De son côté, le FMI n'a pas communiqué d'un nouveau programme à Libreville. Globalement, ces annonces interviennent dans un climat de crispation sociale. Après la reconnaissance par Israël du Somaliland, la Somalie resserre ses alliances régionales pour consolider sa position internationale. Dans cette logique, Mogadiscio s'est déjà rapproché de plusieurs partenaires comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et désormais le Qatar. Doha a déjà détenu des programmes de formation sécuritaire pour les forces somaliennes ainsi que des actions humanitaires via des ONG qatariennes. Ce nouveau partenariat de défense est donc un renforcement des relations déjà existantes
entre les deux pays. Surtout, il arrive une semaine après que Mogadiscio a annoncé la rupture de toute collaboration avec les Émirats arabes unis. Une rupture difficile à respecter sur le terrain, en particulier dans les régions autonomes du Somaliland, du Puntland et du Jubaland, qui, elles, sont proches du Émirat arabe uni. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également de vous abonner, de nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok.